Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Beni toujours sous le choc en République démocratique du Congo. La ville de la province du Nord Kivu a été secouée le 27 juin par l'explosion de 2 bombes artisanales. L'auteur de la deuxième détonation a pu être identifié. L'appui de la Banque africaine de développement en faveur de l'employabilité des jeunes en Mauritanie. 2 accords de plus de 8 millions de dollars ont été scellés ce lundi entre l'institution et le gouvernement. Et puis la baisse du nombre de passagers recensés au sein du secteur ferroviaire au Gabon. Une baisse de près de 31% observée durant le premier trimestre de l'année 2021. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la prorogation du mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Un prolongement acté ce mardi par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Le mandat de la MINUSMA prendra donc fin le 30 juin 2022. Dans sa résolution, le Conseil de sécurité de l'ONU rappelle également, je cite, l'impérieuse nécessité de respecter la période de transition de 18 mois. L'organe onusien, qui se dit inquiet quant à la situation politique et humanitaire au Mali, insiste également sur la tenue des élections présidentielles, législatives, régionales et locales libres et régulières. Autre point notable de cette résolution, l'effectif de la MINUSMA reste inchangé avec un total de 13 289 militaires. Beni encore sous le choc après l'explosion de 2 bombes artisanales survenues dimanche 27 juin. La première attaque a pris pour cible une église catholique. L'autre a été perpétrée près d'un bar. L'auteur de ce deuxième incident a d'ailleurs été identifié par les autorités congolaises. Un sujet de la rédaction. Le calme après la tempête. En République démocratique du Congo, le père Isidore Mazingo Kambal vient constater les dégâts après l'explosion d'une bombe artisanale dans cette église catholique de la ville de Beni. L'incident, survenu le dimanche 27 juin aux alentours de 6 heures, a fait 2 blessés, clavier cassé, banc brisé. Les dommages matériels sont considérables. Cet incident continue de semer la peur dans le cœur des chrétiens car notre paroisse comprend beaucoup de personnes déplacées qui ont dû fuir la guerre et sont venues trouver refuge dans cette ville. Mais quand la ville finit par être touchée par le conflit, c'est encore pire. Après cette explosion qui visait une cérémonie de confirmation, l'heure est à la vérité. À qui imputer cette attaque? Les suspicions tournent autour des ADF, les forces démocratiques alliées. Ce groupe armé d'origine ougandaise est affilié à l'État islamique et responsable de nombreux massacres qui ont fait au moins 6000 morts depuis 2013. À Beni, la peur au sein de la population ne s'est pas dissipée, une crainte qui a contraint les autorités à prendre des mesures en conséquence. Les écoles, les églises, les marchés restent fermés pendant 48 heures. Je ne veux pas voir d'attroupement, mais nous appelons tout le monde au calme. Plus tard dans la même journée, la ville de Beni a de nouveau été secouée par l'explosion d'une bombe artisanale près d'un bar vers 19h30. Une explosion qui a fait 1 mort en plus du porteur de la bombe. Le kamikaze a d'ailleurs été identifié par les autorités comme membre des ADF. Dans le reste de l'actualité, un nouveau Premier ministre pour l'Algérie. Le ministre des Finances, Aymen Ben Abderrahmane, a été nommé ce mercredi à la tête du gouvernement algérien. Il succède ainsi à Abdelaziz Djerad, une nomination qui intervient après les élections législatives anticipées du 12 juin dernier et la tenue des consultations politiques initiées par le président Abdelmadjid Tebboune. Des consultations que le nouveau Premier ministre devra poursuivre avec les différents partis politiques et les organisations de la société civile en vue de former un nouveau gouvernement. Rappelons qu'Abdelaziz Djerad avait présenté sa démission et celle de son gouvernement le 24 juin dernier. La Banque africaine de développement soutient l'insertion professionnelle des jeunes en Mauritanie. 2 accords ont été scellés ce lundi par le ministre mauritanien des Affaires économiques, Ousmane Mamoudou Kane, et le directeur général de la BAD pour l'Afrique du Nord, Mohamed El Azizi. Ces 2 accords, qui concernent un financement de plus de 8 millions de dollars, permettront également de mettre en place le projet d'appui à la gouvernance économique et à la gestion des investissements. Aïssatou Paris. Les autorités mauritaniennes et la BAD, Banque africaine de développement, ont signé en Nouakchott 2 accords de dons de plus de 8 millions de dollars pour promouvoir l'emploi des jeunes et la gouvernance. 700 000 jeunes entrepreneurs bénéficieront des opportunités générées par les chaînes de valeur des différents secteurs économiques.
Ce nouveau projet vise donc à soutenir les efforts du gouvernement et continuer à soutenir les efforts du gouvernement dans l'amélioration de la qualité de vie des jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, en particulier les jeunes femmes dans les régions de Brakna à travers le développement des compétences et de l'entrepreneuriat. Le premier don de 4 millions de dollars permettra d'améliorer l'insertion professionnelle de plus de 5 000 jeunes grâce à de nombreux services de conseil et d'orientation. Le second don de près de 4,3 millions de dollars va améliorer l'exécution et le suivi de l'investissement public, appuyer les organismes publics et parapublics chargés de la promotion des investissements privés en Mauritanie. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, le deuxième protocole d'accord vient accompagner les efforts du gouvernement en vue d'asseoir les bases d'une gouvernance économique efficace et améliorer la gestion des investissements. Il apportera aussi un appui technique à l'Agence de promotion des investissements, APIM, aux structures en charge des PPP et du suivi des investissements. Selon les autorités, ces deux signatures témoignent d'une coopération fructueuse et multiforme entre le pays et la BAD. Rappelons que l'institution financière intervient en Mauritanie depuis plus de 50 ans. Elle intervient dans divers secteurs stratégiques de développement de l'agriculture. La stratégie d'investissement de la Chine gagne du terrain au Cameroun. Selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le pays d'Afrique centrale a entre 2000 et 2014 capté plus de 2700 milliards d'investissements directs étrangers, dont 1850 milliards de francs CFA en provenance de la Chine. De son côté, la France perd des parts sur le marché camerounais. Viviane Bauken. Les entreprises françaises perdent progressivement pied au Cameroun. Constat fait par Christophe Guillerou, ambassadeur de France au Cameroun à l'occasion d'une prise de parole publique lors du forum diplomatique à Yaoundé. En clair, depuis la fin des années 1990, la part de marché des entreprises françaises au Cameroun est passée de 40% à 10% aujourd'hui, soit une perte de 30%. Dernier fait en date, le retrait de la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala dans la capitale économique camerounaise au consortium franco-danois Bolloré. Depuis les 2 dernières décennies, on note au Cameroun le déclin de la France qui avait profité à la période de décolonisation du choix de la continuité plutôt que de la rupture par les autorités camerounaises, conférant aussi ainsi à cette ancienne puissance tutélaire un certain nombre d'avantages politiques, diplomatiques et surtout économiques. Et de ce fait, les entreprises françaises se faisaient les plus grandes parts de marché au Cameroun. Elles avaient même une situation de quasi-monopole qui s'est même étendue au moment des privatisations avec les programmes d'ajustement structurel. Selon les experts, ce recul des entreprises françaises a été précédé par l'offensive chinoise au début des années 2000 et cette prédominance s'est accrue en 2012 à la faveur du lancement des projets structurants de première génération, notamment les ponts, les routes et les barrages. Tracté par Exim Bank of China, le positionnement de l'Empire du Milieu se fait plus présent. Entre 2000 et 2014, le Cameroun a enregistré 2750 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers, dont 1850 milliards de francs CFA provenant de la Chine, ce qui représente environ 67% des investissements directs étrangers entrant au Cameroun. La plupart des contrats de prêt entre le Cameroun et la Chine ont des accords commerciaux exceptionnels. Concrètement, ça se passe comment? Le gouvernement camerounais sollicite un prêt auprès d'Exim Bank. Il faut rappeler que c'est le bailleur de fonds principal du Cameroun. Et puis Exim Bank accorde ses fonds, mais met les fonds à la disposition d'une entreprise chinoise qui va réaliser le projet d'investissement. Ça s'est fait avec le port autonome de Kribi, ça s'est fait avec le palais des sports polyvalent, ça s'est fait avec les autoroutes en construction Yaoundé-Simalène et Yaoundé-Douala et l'essentiel des grands barrages d'hydroélectricité. Sur le plan des opérations commerciales, la France occupe le 4e rang avec 6,3%, loin derrière la Chine, principale client du Cameroun, avec 23,9%.
En matière d'importation, la Chine est encore le principal fournisseur du Cameroun selon l'Institut national de la statistique. En 2018, elle se positionne avec 18,5% des livraisons contre 8,3% pour la France, 5,6% pour le Nigeria et 4,8% pour les Pays-Bas. Mauvaise nouvelle pour le secteur ferroviaire au Gabon. Selon les chiffres fournis par la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, le secteur a enregistré au premier trimestre 2021 une baisse de près de 31% du nombre de ses passagers. Quelles sont les raisons de cette baisse? Élément de réponse avec Samantha Sabirou-Sabobongar. Baisse des recettes de transport ferroviaire en 2021. Au premier semestre 2021, le Gabon enregistrait une baisse de 30,7% du nombre de passagers par rail selon les données de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale. Une contre-performance qui est attribuée aux restrictions de déplacement entre le Grand Libreville et l'intérieur du pays et au déraillement des trains minéraliers. En effet, depuis plusieurs mois, les déraillements de trains sont devenus réguliers au Gabon, entraînant à chaque fois une suspension du trafic. Tous les trains cargo et particulièrement les trains minéraliers qui déraillent, c'est deux choses. Soit le train est à grande vitesse et il ne respecte pas les limitations de vitesse, soit le rail n'est pas en bon état. Dans l'un comme dans l'autre cas, il faut identifier les causes réelles, être en mesure d'assurer la formation des conducteurs, mais aussi s'assurer que la maintenance du chemin de fer est faite correctement. Ces accidents résultent par ailleurs des défauts détectés sur la voie ferrée selon l'autorité de régulation des transports ferroviaires du Gabon. Contrairement au transport de passagers qui en chute, celui des marchandises acheminées par rail, quant à lui, a connu une embellie de 2,13 millions de tonnes au cours de la même période. Un pays comme le Gabon est aujourd'hui dans une situation d'admiration. Ça veut dire qu'en fait, tous les pays du monde se disent si le Gabon a pu le faire et donc d'autres pays peuvent le faire. Ce serait bien dommage qu'au niveau de l'exploitation, le manque de discipline et de compétences fasse reculer cette performance. Je crois simplement que si les études sont faites correctement, on identifiera les causes des 3, 4, 5 derniers accidents et on saura être en mesure de donner une réponse matricielle. Notons que le chemin de fer transgabonais est évalué à 648 km de long entre Ovando et Franceville. Ce chemin de fer gabonais est par ailleurs exploité depuis 2005 par la Société d'exploitation du Transgabonais. Un mot de sport à présent avec le portrait de ces Africains qui ont marqué le Tour de France. Cette année, le coureur Nicolas Dlamini entre dans l'histoire. À 25 ans, il est le premier Sud-Africain noir à participer au Tour de France. On fait le point avec José Douglas. Né au Cap, 25 ans, Nicolas Dlamini est le premier coureur sud-africain grandi dans un township à avoir participé au Tour de France. Ce garçon qui a grandi sans son père et doit sa formation au centre africain monté par l'Union cycliste internationale, l'UCI. Il a aussi participé au départ de la Volta à 2 reprises en 2019 et 2020 et il est sélectionné pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Il se dit heureux après avoir appris la nouvelle. Un rêve d'enfant. Maintenant que je suis sur le point de le vivre, cela me semble surréaliste. D'autres coureurs africains se sont illustrés sur le Tour, comme Daryl Impey, premier Africain porteur du maillot jaune de leader durant 2 jours. En 2013, il a remporté la 9e étape. En 2019, élu meilleur cycliste africain de l'année. La première victoire d'étape d'un coureur du continent est à mettre à l'actif du Sud-Africain Robert Hunter en 2007 à Montpellier. D'autres noms se sont encore illustrés, comme l'Érythréen Daniel Teklea Manot en 2015, qui a porté le maillot à proie de meilleur grimpeur 4 jours d'affilée. Daniel Teklea Manot, issu d'une famille de 12 enfants, a réussi à sortir de sa condition grâce au cyclisme, sport numéro 1 en Érythrée. Sans oublier Merkari Kudus, l'année suivante, un autre Érythréen, Nathanael Beran, prenait part à ce tour. En 2016, 6 Africains participent à la grande boucle, les Érythréens Daniel Teklea Manot, Nathanael Beran, les Sud-Africains Daryl Impey, Louis Menges, Reinhard Jans van Rensburg et l'Éthiopien Gabou Germé. Ce dernier qui avait auparavant découvert le Giro en Italie et la Vuelta en Espagne. En 2017, une équipe sud-africaine, Dimension Data, s'est engagée dans la compétition et Beran était submergé par l'émotion. En fait, il y a 2 plus beaux jours, la naissance de mon premier fils il y a 2 mois et le départ du Tour de France au Mont-Saint-Michel.
Quand j'étais petit, tout le monde suivait les étapes dans les bars ou dans les cinémas. J'étais loin de me douter qu'un jour je serais moi aussi de l'autre côté de la mer. Pour ce Tour 2021, plusieurs coureurs du continent ont pris le départ, dont les Sud-Africains Stéphane Dibod du club Astana, Premier Tech, Lumenges d'Intermarché, Wanti, Gobert Matériaux, Nicolas Dlamini de Kubeka, et puis Nasser Boani, dont on ne parle pas beaucoup. Il est de nationalité française. Il appartient à Arkea Samsic, né dans les Vosges, mais d'origine algérienne. Bonne chance à tous nos coureurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.